Bonjour à tous et à toutes. Avant de démarrer le troisième épisode de l'enquête pénale qui aujourd'hui va avoir pour sujet la perquisition, je souhaiterais, et l'équipe de police pour la vérité s'associe pleinement à ce que je vais dire, rendre un hommage sincère aux pompiers et tous les professionnels de secours qui, depuis 8 jours, ont lutté dans l'Aude contre un incendie meurtrier comme on n'avait jamais vu sur le territoire. Donc, que ce soit les pompiers sur terre ou ceux qui sont dans les airs, nous leur exprimons notre reconnaissance et notre plus vive admiration. Également, les citoyens qui se sont mobilisés pour soutenir toutes les personnes qui venaient apporter leur soutien aux pompiers et aux pompiers eux-mêmes, en leur permettant d'avoir des pauses pour se reposer de façon correcte, des repas, des approvisionnements en eau, tout ce qu'il fallait pour que leurs conditions de travail, en tout cas hors le terrain, soient les plus, sans parler d'agréables, les plus confortables, en tout cas les plus appréciables possibles. Nous avons bien évidemment une pensée pour toutes les victimes dans leur chair, une pensée pour la famille de la personne qui est décédée, toutes les victimes qui ont subi des pertes au niveau de leur propriété, de leur exploitation agricole ou d'élevage, toutes les personnes qui malheureusement ont à subir les conséquences de ce très grave incendie. Donc nous voulons assurer toutes ces personnes de notre sentiment le plus fraternel possible et nous espérons que les réparations commenceront rapidement et que ces gens-là pourront retrouver très rapidement des conditions de vie dignes et correctes. Nous savons bien évidemment que les conséquences d'un tel événement s'installent dans la durée et nous espérons que ces personnes seront soutenues. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la perquisition. Alors, j'ai préparé évidemment cette intervention puisque la perquisition est un acte qui est d'abord très grave. C'est un acte coercitif majeur, tout comme l'est la garde à vue dont nous avons parlé la dernière fois. Et il est majeur dans le sens où il va toucher l'espace d'intimité de la personne. Donc, cette mesure a bien évidemment des conséquences importantes sur les personnes qui la subissent, tout comme la garde à vue, peut entraîner un trauma chez certaines personnes. Et c'est pourquoi le droit encadre cette mesure de façon très stricte. Et c'est donc tout l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Alors, la perquisition, elle est du ressort de l'officier de police judiciaire qui va travailler sous le contrôle du magistrat. Et comme on l'avait expliqué, en flagrant délit et en préliminaire, c'est le procureur de la République. Et dans le cadre d'une information judiciaire, c'est sous le contrôle du juge d'instruction. Alors, je vais peut-être vous expliquer, parce que ça fait deux fois précédemment que je vous parle de l'OPJ, l'officier de police judiciaire, et que je ne vous ai pas expliqué qui est l'officier de police judiciaire. Donc, c'est un policier qui est habilité par le procureur général à exercer des pouvoirs les plus coercitifs dans le cadre d'une enquête judiciaire. Tous les policiers ne sont pas officiers de police judiciaire. Ce sont les personnes qui ont à mener des investigations ou à procéder à des actes aussi sur la voie publique, nécessitant donc cette habilitation parce que ces actes vont avoir un impact sur la liberté des gens, un impact coercitif. Donc, évidemment que les enquêteurs sont officiers de police judiciaire pour la plupart, mais pas tous. Certains sont APJ,
adjoints de police judiciaire, donc ils n'ont pas été habilités parce qu'ils n'ont pas eu la formation et ils n'ont pas réussi l'examen pour être officier de police judiciaire. Mais c'est aussi le cas des personnes, des fonctionnaires des BAC, des brigades anticriminalité, qui, pour la plupart aujourd'hui, en tout cas dans quasiment toutes les équipes, il y a au moins un officier de police judiciaire, ce qui permet de procéder à des fouilles de véhicules, par exemple, lors d'un contrôle d'une personne. De même pour les équipes de motards, certains motards ont cette habilitation qui leur permet en fait d'être totalement indépendants dans le cadre des contrôles routiers qu'ils peuvent être amenés à faire, comme par exemple à la fouille aussi là, de véhicules. Ou lorsqu'ils constatent un délit flagrant qui nécessite une mesure de garde à vue, pouvoir placer directement, notifier en tout cas les droits liés à la garde à vue à la personne sur la voie publique. Donc voilà la différence entre les OPJ et les APJ. Les APJ n'ont aucun pouvoir coercitif. Ils assistent les OPJ dans tous les actes de l'enquête, qu'ils soient coercitifs ou non. Alors, la perquisition ne peut se faire que chez le suspect, qui doit être l'occupant des lieux perquisitionnés. Ça, c'est très important. Alors, le suspect, qu'est-ce que c'est? Je le rappelle, c'est la personne qui est soupçonnée d'avoir commis l'infraction ou d'y avoir participé. Un complice est un suspect. Et on peut être amené à perquisitionner chez un complice. Par exemple, celui qui a fourni la voiture qui a été utilisée lors de l'infraction. Cette voiture est identifiée. Eh bien, on ira en perquisition chez lui si la voiture n'a pas été retrouvée, par exemple, pour retrouver cette voiture à l'intérieur de laquelle on peut être amené à trouver des traces et indices liés à l'infraction commise. Si ce suspect vit chez quelqu'un d'autre, les policiers ne pourront perquisitionner que les pièces qui lui sont dédiées chez cette personne. Ils ne pourront pas perquisitionner l'ensemble de la maison. C'est le cas si on est hébergé chez un ami, chez un parent, etc. Seuls donc les lieux qui sont mis à disposition de cet individu chez quelqu'un pourront être perquisitionnés. Les lieux professionnels peuvent être perquisitionnés. Par exemple, notre auteur, je ne sais pas moi, d'une escroquerie, on va perquisitionner à son domicile, mais il apparaît que des éléments puissent se trouver sur son lieu de travail, et donc on ira perquisitionner sur son lieu de travail, dans son casier, s'il n'a qu'un casier où il se change, dans son bureau, s'il a un bureau, etc. Dans l'endroit en tout cas qui lui est dévolu sur son lieu de travail. Le cas des mineurs. Alors le mineur, évidemment, auteur d'une infraction, d'un délit, qui nécessite une perquisition, eh bien, il sera sa chambre sera perquisitionnée, ou tout endroit dans la maison qui lui est dédié. Alors là, pour cette perquisition, la présence du mineur ne suffira pas. Il faudra également la présence de son civilement responsable. Alors, la perquisition peut se faire dans le cadre d'une enquête pour laquelle le suspect a été placé en garde à vue, mais elle peut aussi se faire sans que le suspect ait été placé en garde à vue. C'est ce qui peut, par exemple, être réalisé dans le cadre d'une enquête notamment préliminaire, avec une audition libre de l'intéressé. Donc, je vous détaillerai dans un prochain épisode toutes les caractéristiques de l'audition. Et donc, à l'issue de son audition, s'il a reconnu les faits librement, les enquêteurs peuvent aller en perquisition chez lui. Donc, si on est en préliminaire, ce sera avec son autorisation. On développera un petit peu plus loin comment ça se passe. Donc, c'est possible de faire une perquisition hors garde à vue. Pour ma part, je l'ai pratiqué, bien évidemment, hein, mais
suis pas forcément très favorable à ça parce que déjà l'audition d'un mis en cause hors garde à vue, s'il n'est pas venu avec son avocat, s'il n'a pas eu l'idée de venir avec son avocat, eh bien, on peut toujours interpréter qu'on fait échec au droit de la défense. Donc, voilà, une perquisition hors garde à vue, c'est aussi un petit peu se laver les mains du droit de la défense, même si l'avocat ne peut pas être présent lors de la garde à vue. Bon, voilà, c'est pas ce qui est le plus pratiqué, mais c'est possible. Mais il faut savoir quand même que un individu qui est en audition libre peut à tout moment quitter le commissariat ou la gendarmerie. Et si vraiment les fonctionnaires ou les militaires veulent le retenir, ils seront contraints de le placer en garde à vue. Donc voilà, il y a aussi ça que nous développerons une prochaine fois. Alors l'avocat n'assiste pas à la perquisition, donc il n'y a pas de questions, comment dire, à développer qui puisse être, dont la réponse doit être développée, qui puisse être posée au suspect pendant la garde à vue. Puisque s'il a demandé l'assistance à l'avocat, eh bien, chaque fois qu'il est entendu, il faut que son avocat soit présent. Donc, pour cette personne qui, dans le cadre de sa garde à vue, a demandé l'assistance d'un avocat, les questions dans la perquisition devront être vraiment minimalistes. Est-ce bien votre domicile? Est-ce que cet objet vous appartient quand on découvre un objet lié à l'infraction? C'est tout. Alors, quels sont les buts de la perquisition? Le but, c'est de trouver tout objet, document, données informatiques qui puisse être en lien avec l'infraction qui a été commise. Donc, ça peut être très vague. Sur un cambriolage, par exemple, on va chercher les objets qui ont été volés chez la personne. Ou si on a un signalement, des vêtements qui sont en lien avec le signalement donné de l'auteur. Par exemple, sur des violences avec armes, l'objet de la perquisition, ça va être de trouver, là aussi, éventuellement des vêtements qui correspondent au signalement de l'auteur, mais une arme, si donc une arme particulière et qui est bien décrite, a été justement décrite par la victime ou des témoins. Donc, c'est très variable. Dans le cadre de la pédocriminalité, par exemple, eh bien, normalement, devrait être saisi l'ordinateur, vérifier les enregistrements, les CD, les cassettes, etc., qui sont présentes dans le domicile de l'individu, parce qu'on le sait, les pédocriminels gardent évidemment des traces de leurs exploits ou des choses, des contenus pédocriminels qu'ils reçoivent et qu'ils regardent. Donc, chaque objet qui est découvert lors de cette perquisition va être inscrit dans le procès-verbal. Le procès-verbal de perquisition est un document qui doit extrêmement être minutieux et précis. Sur les horaires, bien évidemment, on va y revenir tout à l'heure, les horaires de la perquisition, sur les personnes qui sont présentes, les policiers, les personnes qui sont dans la maison quand on arrive dans la maison, bien évidemment sur l'identité du suspect. Ensuite, le lieu où chaque objet est trouvé doit être noté, ainsi que l'heure à laquelle il est trouvé, et les objets sont numérotés de 1, le premier, jusqu'au dernier. Donc, selon les perquisitions, ça peut être 1, 2, 3, 4 objets. Selon la gravité de l'infraction, on peut arriver à des centaines d'objets ou de documents ou de traces. Donc, voilà, c'est pour ça que tout doit être comment dire, bien étiqueté. Le scellé doit être fait sur place. Donc, c'est pour ça que les enquêteurs ont des enveloppes, des petits sacs, de la ficelle, de la cire pour
comment dire, pour cacheter le scellé de façon à ce que on ne puisse pas discuter sur le fait que ce scellé aurait été détruit ou recomposé. Parce qu'effectivement, il y a le sachet ou l'enveloppe avec l'objet qui est dedans, ou une espèce de paquet avec de la ficelle, etc., qui est censé vraiment neutraliser l'objet, qu'on ne puisse pas l'altérer par la suite. Et donc, on a une étiquette sur laquelle est marqué la date, le numéro de la procédure, le nom de l'individu, la perquisition à tel domicile et le scellé numéro tant, et le suspect le signe immédiatement. Ça, c'est vraiment dans les cas normaux, hein, quand on travaille le plus rigoureusement possible. Voilà, donc ça garantit la virginité, on va dire, de ce scellé. Alors, donc le procès-verbal, forcément, il doit être rédigé sur place et il doit être signé par toutes les personnes présentes avant de quitter le lieu de perquisition une fois que celle-ci est terminée. Alors, il y a des perquisitions dans lesquelles on va trouver des objets dont la détention est elle-même une infraction et qui ne sont pas forcément liés à l'infraction de départ. Par exemple, on est sur une perquisition liée à un cambriolage et on va trouver du stupéfiant, ou on va trouver des cassettes pédopornographiques, ou des armes. Donc, les policiers sont contraints d'ouvrir une enquête annexe pour ces faits-là. Donc, ils vont ouvrir une autre enquête et le PV de cette perquisition qui va continuer sera annexé à cette autre enquête. Voilà, donc il est mentionné dans ce PV, donc une enquête annexe est ouverte pour tel fait. Voilà, et là, eh bien, les scellés font l'objet d'une autre numérotation, évidemment. Et ils doivent être évidemment signés, là aussi, les scellés par l'individu. Voilà, donc ça, c'est vraiment c'est important. Et quand on est face à des délinquants qui démultiplient les infractions, eh bien, on peut se retrouver avec plusieurs procédures annexes à la fin de la perquisition. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire sur les scellés dans le cadre de l'enquête. Alors, les heures légales de la perquisition. Est-ce qu'on peut faire une perquisition à toute heure du jour et de la nuit? Dans le droit commun, non. Les heures légales de la perquisition, c'est entre 6h et 21h. Voilà, c'est pour ça que souvent, on dit les policiers sont entrés au petit matin. Ouais, à 6h, c'est vraiment le petit matin. Et c'est la meilleure heure pour surprendre un individu dans son sommeil et minimiser les conséquences, notamment quand on va interpeller quelqu'un chez qui on va faire une perquisition dans la foulée. Donc, par contre, une perquisition qui est commencée avant 21h ne s'achève pas à 21h. Elle peut durer le temps nécessaire à l'opération et donc s'attarder dans la nuit, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que c'est très très important de bien noter les heures sur le PV pour attester donc de la légalité de ce procès verbal. Alors, il existe des perquisitions qui sont exceptionnellement faites entre 21h et 6h du matin. Vous imaginez bien que ce n'est pas pour le fumeur de chichon ou le voleur à l'étalage du quartier. Hein. On est là sur des infractions très graves qui sont liées à la criminalité organisée, au terrorisme, au trafic de stupes. Et bien évidemment que pour intervenir entre 21h et 6h du matin, il faut avoir l'autorisation du magistrat. Alors, j'ai connu
une perquisition de nuit dans ma carrière de policier d'investigation. Une fois. Et j'étais même pas policière en titre, puisque c'était lors de mon stage, mon dernier stage, pendant ma formation. Et donc, eh bien, on était tous très excités, parce qu'évidemment, c'est très rare. Hein. Et ça m'a montré, heureusement, ça a été l'occasion pour moi de voir eh bien, toute la procédure légale pour permettre cet acte d'investigation. Alors, il y a une deuxième possibilité de faire une perquisition hors les heures légales. C'est si un crime ou un délit est en flagrant délit, vient de se commettre, ou est en train de se commettre. Hein. Donc là, cette perquisition est également autorisée par le magistrat, en général, mais évidemment le procureur de la République. Parfois, on n'arrive pas à joindre le magistrat, ou il ne va pas accepter, ça peut arriver, hein. C'est assez rare. Déjà, c'est assez rare de demander une perquisition de nuit. Si c'était le cas, eh bien, on va faire garder les lieux de façon à ce qu'il n'y ait pas d'altération des lieux dans lesquels doit avoir lieu la perquisition dès 6 heures du matin. Donc, on laisse une équipe de policiers devant la porte, les fenêtres, etc., pour veiller à ce que personne ne s'introduise au domicile. Ou dans les lieux, en tout cas, si ce n'est pas un domicile. Alors, est-ce qu'un policier peut faire une perquisition tout seul, avec son équipe? Pas du tout. Hein. On est aussi là dans les droits de la défense, et la personne, le suspect, doit accompagner les policiers. Il y a des cas où le suspect est en fuite et il est identifié comme étant l'auteur. Il faut absolument qu'on fasse cette perquisition parce qu'on risque de perdre des indices, déjà de l'infraction, et puis peut-être des éléments qui nous permettront de le retrouver s'il est en fuite. Donc, on peut aller au domicile de cette personne, accompagné de 2 témoins, et évidemment d'un serrurier pour ouvrir la porte. C'est quand même mieux. Bon, si on est vraiment en extrême urgence, voilà, le pied de biche est une excellente formule, mais qui fait quand même un petit peu des dégâts. Donc, nos 2 témoins. Qui sont ces témoins? Eh bien, ce sont des personnes lambda qui n'ont rien évidemment à voir avec la police. Hein. Ça peut être des voisins, ça peut être des passants, ça peut être des collègues de travail de l'auteur, etc., qui sont sollicités par l'OPJ et qui ne peuvent pas refuser sous peine d'être sanctionnés d'une amende de 150 €. C'est un de nos devoirs de citoyens que d'assister les OPJ lors d'une perquisition pour laquelle ils n'ont pas le propriétaire des lieux ou l'occupant des lieux avec eux. Voilà, et donc 2 témoins majeurs, évidemment. Alors, dans le cadre de l'enquête préliminaire, alors là, on va détruire un mythe, le mythe du mandat de perquisition, qu'on voit encore dans certains films ou feuilletons, et qui n'existe pas en France. Le mandat de perquisition, c'est peut-être un truc américain, mais ça n'existe pas en France. En France, on a le mandat de la poste, mais on n'a pas le mandat de perquisition. Voilà, donc c'est très drôle pour des policiers avertis lorsque dans un film, ils voient parler du mandat de perquisition. Ça veut dire quand même que les gens qui l'écrivent, hein, les scénaristes, là, ils ne sont pas très doués, ils ne se sont pas beaucoup renseignés, parce que quand même, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait savoir que, et d'autant plus quand à travers un film ou à travers un livre, on parle d'une chose, il faudrait quand même s'assurer qu'elle existe bien. Donc, le mandat de perquisition n'existe pas. Par contre, en préliminaire, comme je vous l'avais dit lors du premier épisode, pour le préliminaire, les actes coercitifs sont vraiment faits avec l'autorisation du procureur de la République. Hein. Pas d'interpellation, pas de perquise, sans l'avis et l'autorisation du procureur de la République. Donc,
dans l'enquête préliminaire, il nous faut l'autorisation manuscrite de la personne. Donc, c'est un formulaire sur lequel il y a indiqué toute une petite phrase qu'en vertu de tels articles, moi, un tel, j'autorise les enquêteurs du commissariat de tel endroit à venir perquisitionner mon domicile et toutes ses dépendances. Tel jour, et c'est signé, voilà. Hein. Et c'est manuscrit pour pas qu'on aille dire que le gars, on lui a arraché une signature. Hein. Voilà. Et si la personne ne sait pas écrire, c'est mentionné sur l'acte et il le signe. Voilà, donc c'est ça qui va nous permettre d'aller en perquisition chez une personne dans le cadre de l'enquête préliminaire. Et là, eh ben, c'est comme une perquisition classique, il y a un procès verbal qui est établi, qui doit être très minutieux, qui explique tout ce qu'on fait, tous les endroits où on passe, où on a trouvé tel objet, numéro du CV, etc. etc. Alors, la notion de domicile est élargie aux véhicules dans lesquels les personnes vivent, c'est-à-dire les caravanes, les yourtes, des voitures, des garages. Moi, je l'ai vu, hein, des personnes qui vivaient dans leur garage, ben, c'est leur domicile. Hein. Des caves aussi. Bon, de l'instant où les gens habitent là, eh bien, c'est le prolongement du domicile. Donc, on ne peut pas perquisitionner de façon n'importe comment. Ça doit suivre les mêmes règles que toutes celles que je viens de vous énumérer. Alors, évidemment, donc là, on a vraiment des véhicules qui sont des substituts hein, du domicile. Par contre, quand ce n'est pas le cas, les caves, les garages, quand on est en perquisition chez quelqu'un, on passe partout. On passe partout sans aucune restriction. Voilà, ces lieux-là, garages, caves, voitures au fond du jardin, ne sont pas des substituts du logement, donc on peut les fouiller, hein, on peut les perquisitionner. Alors, il y a des perquisitions qui sont particulières, qui ont des règles un petit peu exceptionnelles. C'est par exemple la perquisition au domicile ou au cabinet d'un avocat. Donc, elle est réalisée par un magistrat à la suite d'une décision de justice. Donc là, on est quand même dans... Vous voyez, le cadre légal a pris une mesure de plus, hein, une décision de justice qui doit être motivée et en présence du bâtonnier ou de son représentant. Donc, pour le cabinet ou le domicile d'un avocat. On a d'autres personnes qui sont un petit peu, qui ont un régime un petit peu spécial aussi. C'est le médecin dans son cabinet, le notaire dans son étude et l'huissier donc dans son étude aussi. L'huissier qu'on appelle aujourd'hui, je crois, le mandataire de justice. Voilà, donc là, la perquisition est aussi réalisée par le magistrat. Évidemment, hein, comme pour l'avocat, en présence du suspect, hein, mais également en présence du responsable de l'ordre ou de l'association professionnelle de la personne. Donc là, on a bientôt fini. Donc, tout à l'heure, je parlais de portes qui sont forcées. Moi, ça m'est arrivé hein, quand j'étais en exercice, quand j'étais inspecteur de police, hein, il nous est arrivé de forcer des portes pour procéder soit à des interpellations, soit à des perquisitions, et donc de commettre des dégradations. Bon, évidemment, on les commet quand on ne peut pas faire autrement. Hein, dans l'urgence, on n'a pas toujours le temps d'attendre un serrurier. Donc, est-ce qu'on peut demander une indemnisation donc à la suite de dégradations commises pendant une perquisition? Alors, seul un tiers à la procédure peut demander une indemnité, l'indemnisation du préjudice subi. Alors, le tiers à la procédure, ce n'est pas le suspect chez qui on est et ce n'est pas la partie civile. La partie civile, c'est la victime. Donc, ces deux personnes-là ne peuvent pas demander réparation.
Par contre, le bailleur social ou le bailleur propriétaire privé qui loue sa maison peut demander une réparation à la suite de l'effraction de la porte et éventuellement, si à l'intérieur, il y a des dégâts qui sont faits, hein, par exemple, des fois, on peut tomber des murs en pensant trouver quelque chose derrière. Voilà. Mais c'est sous réserve de conditions. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Alors, moi, j'en finirai, et ça, je ne sais pas si je l'ai dit lorsque j'ai parlé de la notification de garde à vue, mais je devrais le dire à chaque fois qu'il y a un PV qui est dressé et qui doit être signé par la personne, que ce soit le suspect ou que ce soit la victime, ou que ce soit le témoin qui vient témoigner. Lorsque vous signez un procès-verbal, c'est impératif de le lire. Impératif. Pour s'assurer d'abord que ce que vous avez dit est bien inscrit, que tout ce que vous avez dit est bien inscrit, et que c'est compréhensible, parce que bon, vous savez, des fois on tape très vite et on peut oublier un mot. Hein. Moi, je me rappelle sur une audition d'une collègue dans un cadre sérieux quand même, hein, on était sur de la pédocriminalité. En fait, elle avait fait dire, alors c'était à la victime, elle avait fait dire à la victime l'inverse de ce qu'elle voulait dire, la collègue. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle ne l'a pas fait exprès du tout. Mais voilà, parfois les auditions durent des heures, donc c'est quand même fatigant et la concentration baisse. Et donc c'est impératif pour la personne, qu'elle soit, voilà, peu importe son statut, hein, comme je disais, gardée à vue, mise en cause simple, témoin, victime, c'est très important de lire ce que vous signez parce qu'à la fin du PV, il y a toujours marqué « après lecture personnelle, persiste et signe ». Ça veut dire qu'après, on ne peut plus trop contredire, dire non, moi, j'ai pas dit ça. Ben oui, mais voilà, tu l'as lu, tu l'as signé, quoi. Hein, tu es censé l'avoir fait. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont mal rédigées, donc il peut y avoir des choses qui n'ont pas été comprises par l'enquêteur qui fait l'audition et qui les exprime mal ou qui exprime le contraire de ce que vous avez voulu dire. Donc, ce n'est pas forcément conscient du tout. Donc, c'est important de relire toujours ce qu'on va signer, toujours. Et même quand c'est le PV donc, de perquisition, que ce n'est pas celui qui l'a subi, la perquisition, qui le rédige, c'est très important qu'il le lise avant de le signer. Donc ça, c'est vraiment une des premières choses à faire. Alors bien souvent, les gens disent oh, je vous fais confiance, ou les policiers vous tendent le PV en vous disant bon, veuillez signer ici, hein, sans vous préciser qu'il faut le lire avant. Ça existe, ça existe. Donc là, vous le savez, chaque fois que vous signez un truc, même un PV de garde à vue, vous le signez, vous lisez d'abord. Parce qu'un PV, ça peut être complété. Hein, on n'est plus à la vieille Olympia et les carbones aujourd'hui, hein, où c'était un boulot de fou. Hein, il fallait ouvrir une autre page et puis faire la rectification. Aujourd'hui, tout se fait sur écran. Donc, on peut revenir sur le procès verbal et le modifier comme le souhaite la personne qui a été entendue. Hein. Donc, voilà. Et puis, si on ne veut pas modifier le PV, que pour vous c'est très important, vous mettez « je refuse de signer PV non conforme à mes déclarations », point barre, point barre. Hein, on ne se prend pas la tête avec un éventuel policier ou gendarme qui ne veut pas entendre raison. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur la perquisition. J'espère que ça vous sera utile. Sachez que je lis vos petits commentaires et mes camarades de Police pour la Vérité le lisent aussi sur YouTube. Donc, je sais que certaines personnes ont été, très intéressées par les 2 épisodes précédents et l'ont exprimé. Donc, merci à vous parce que ça fait plaisir d'avoir des retours, donc n'hésitez pas. Et puis, avant de se quitter, je voudrais vous parler, comme chaque fois, d'Angélique, dont je suis la marraine.
Et Angélique, dans le cadre de l'événement qui se prépare, l'Université d'été rassemblante, qui aura lieu dans les alentours de Castres les 13 et 14 septembre 2025, dans le cadre de cet événement, je suis la marraine d'Angélique qui a été injectée de force pour pouvoir continuer à travailler et à s'occuper des enfants, les 6 enfants qu'elle avait à charge à l'époque. Donc, je suis en lien très rapproché avec Angélique. Vous avez le lien de sa cagnotte sur la descriptif de cette vidéo. Il faut savoir qu'Angélique va rencontrer un expert judiciaire au mois d'octobre. Ça y est, la date est fixée au mois d'octobre 2025. Et qu'elle a demandé l'assistance d'un médecin conseil pour l'accompagner sur ce rendez-vous. Et que donc ça a un coût qui est énorme. Angélique a rencontré ce médecin conseil dernièrement, qui l'a donc examiné et qui a fait un rapport qui est plutôt favorable à Angélique, de façon à ce que la justice puisse à la fin reconnaître le lien de causalité entre le pseudo-vaccin qu'elle a reçu et la dégradation massive de son état de santé. Donc le combat qu'elle mène, Angélique, est un combat pour elle, évidemment, mais aussi pour toutes les victimes. Donc cette expertise qui lui coûte un bras, c'est le cas de le dire, parce que je vous rappelle quand même qu'Angélique n'a plus de boulot et il lui reste 4 enfants à charge. Donc ce combat, elle le mène pour elle, mais il sera utile aussi aux autres victimes. Donc voilà, si vous pouvez d'une manière ou d'une autre la soutenir, ne serait-ce que quelques euros, merci d'avance à vous, parce que ça va permettre à d'autres victimes de pouvoir mieux se défendre et de pouvoir argumenter. Ça va créer une jurisprudence. C'est très, très important, la jurisprudence. Donc, merci Angélique d'avoir fait cet effort financier qui est énorme et qu'elle ne peut pas assumer toute seule. Et donc, c'est pour ça qu'elle en appelle à la solidarité de toutes les personnes qui peuvent et qui souhaitent l'aider. Voilà, donc l'Université d'été rassemblante, c'est un événement où on pourra se retrouver. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore inscrites, je vous invite à le faire. Vous avez le lien aussi quelque part sur cette affiche. Et écoutez, ce sera toujours un plaisir de vous rencontrer dans la vraie vie. Voilà, au nom de toute l'équipe de Police pour la vérité, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour notre prochain épisode de l'enquête pénale. Au revoir.